leçon à tenir, hein? Ouais. Voilà, on va essayer de s'y tenir. Alors, du coup, voilà. J'ai quand même une super coéquipière cette année. Hein. Donc, il faut savoir que j'ai déjà donné une conférence sur le voyage éco-responsable il y a 2 ans à Bruxelles. Et du coup, on a décidé de recommencer cette année avec Emma. Donc, vas-y, passe en main. Bonjour, salut. Merci. Donc, moi, c'est pas mon amie, c'est Claire, donc du blog The Green Ticket, et donc Emma, qui tient le blog Planète Addict. Donc, on est toutes les deux, copines dans la vie et copines de blog parce qu'on papote sur les mêmes thématiques. Donc, voilà. Donc, je vous laisse lire le petit. On va effectivement vous parler pas mal d'abord définir qu'est-ce que le voyage éco-responsable et surtout essayer de vous donner un petit peu des petites clés pour comment vous-même, en tant que voyageur, vous pouvez voyager de façon éco-responsable et surtout comment on peut sensibiliser nos lecteurs en fait par rapport à ça, quelles actions concrètes on peut mettre en place pour faire de ce monde une belle planète. Allez, ok. Du coup, je vais commencer juste pour faire un petit peu de théorie. On commence par la partie chiante et après on parlera d'éco-orgasme, je vous promets. Le voyage responsable, c'est quoi? C'est comme le développement durable en fait. Donc, c'est le développement durable appliqué au voyage. Donc en fait, c'est de respecter les piliers économiques, environnement et sociaux. Et dedans, on a plein de déclinaisons possibles. Donc parmi ces déclinaisons, on va avoir le tourisme éthique ou solidaire, qui est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Idigo, qui est genre, on va aller sur des projets qui soutiennent les populations locales, qui leur permettent d'avoir des revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est vraiment l'humain qui est au centre des échanges et du voyage. On va avoir le tourisme, l'écotourisme, donc là qui est plus le tourisme orienté nature, mais avec une vraie démarche de préservation de l'environnement. Donc c'est pas parce qu'on fait du tourisme en nature que c'est de l'écotourisme, il y a vraiment qu'il y ait cette démarche de sensibiliser aussi les touristes et les voyageurs donc à améliorer leurs pratiques pour qu'ils préservent la biodiversité. Et on va aussi avoir le volontariat, qui peut se décliner en éco-volontariat, donc plus la partie nature. Là, il s'agit plutôt d'échanger en fait des compétences. Donc on va partir en voyage, on va aussi travailler. En fait, on va aller sur des projets, donner un coup de main concret sur des projets qui protègent l'environnement et la biodiversité pour l'éco-volontariat. Et pour le volontariat, de manière plus générale, c'est plus un petit peu comme l'humanitaire, donc des projets plus à vocation sociale. Après, je vous en parlerai un petit peu, parce qu'il faut faire aussi attention à bien choisir ces voyages d'éco-volontariat ou de volontariat, parce qu'il y a un petit peu aussi tout et n'importe quoi, et des fois on paye très très cher pour des voyages volontaires qui en fait n'aident pas forcément les populations locales. Donc il y a aussi un vrai enjeu derrière ça. Donc même quand on veut avoir une démarche éco-responsable, derrière il faut bien se renseigner sur là où on va, parce que on peut parfois faire l'effet inverse en voulant bien faire. Et je vous en parlerai un petit peu après. Je vais repasser le micro à mademoiselle Cricket. Merci Eva. Bon voilà, là c'était la partie chiante. Maintenant concrètement, c'est non, la partie chiante mais essentielle. Oh, je l'adore. Bref, bon voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, salut le suivant, s'il vous plaît, mademoiselle. Merci pour la présentation. Ouais. Alors, donc par contre, on a des super assistants. Ouais, on a quand même une super team avec nous. Merci pour la part. Voilà, donc vous pouvez voyager avec une plante. Premier geste, si vous voyagez en backpack, la plante c'est super pratique. En dehors de ça. Alors, premier point, adopter ce qu'on appelle le slow travel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à être dans une société de surconsommation où on enchaîne en fait. On est là, oh là là, moi je veux aller là. C'est facile en fait avec nos blogs, on influence les gens. Et forcément, quand on a beaucoup d'images, se dire, moi la première, j'ai envie d'aller partout sur la planète. Sauf que concrètement, il faut savoir que on peut essayer dans un premier temps d'éviter le zapping. Donc par exemple se concentrer sur un pays, se dire effectivement si je fais un tour du monde, peut-être ne pas forcément aller sur tous les continents ou essayer de passer un certain temps donné dans un pays pour aller plus en découverte en profondeur du pays. On a aussi tout ce qui est sortir des sentiers battus en fait. Par exemple, comme ça me fait penser à une des présentations qu'on a eues tout à l'heure, voir les mêmes lieux que tout le monde, si c'est pour ne pas en profiter finalement d'un paysage qui certes à la base était magnifique, mais effectivement je l'ai vécu dans les parcs de l'Ouest américain où tu as le lever de soleil sous Arch Canyon et tu as absolument tout le monde, j'ai pris effectivement la même contre-photo avec tout le monde qui est là, avec son nom et personne ne profite plus en fait. Donc pas hésiter à sortir un petit peu des sentiers battus, aller plutôt une recherche de qualité plutôt que de quantité. Tout ce qui est s'adapter à la météo, effectivement,
on a tendance à vouloir juste, j'ai mes vacances à ce moment-là, je veux aller là, tant pis, j'y vais. Sauf que effectivement, c'est pas toujours adapté. Notamment, bon, on a pas mal de questions environnementales au niveau des stations de ski qui utilisent tout ce qui est canon à neige. Super, la photo. Et donc voilà, on peut se poser la question, est-ce que c'est justifié effectivement? Est-ce qu'on ne veut pas privilégier des stations qui sont un peu plus éco-responsables? Pareil par rapport au fait d'aller dans des pays où c'est très chaud et où on va, par exemple, énormément utiliser la clim. C'est vrai que voilà, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. Après, je pense qu'on a une attitude qui est plutôt pas extrémiste. L'idée, c'est pas de culpabiliser non plus. Je pense que c'est au contraire ce qui pourrait poser le plus de problèmes, de rentrer dans cette démarche de attention, ah non, c'est pas bien. Non, c'est ok, il faut juste être conscient des choix qu'on fait. Et ah non, mais non, t'as été trop vite. Et enfin voilà, et encourager l'économie locale, voilà, si on peut privilégier les gens qui habitent sur place, les petits restaurants, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, c'est juste des choix de bon sens. Si vous n'êtes pas comme Nabilia, je pense que ça va se faire de façon assez simple, de réfléchir à ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, deuxième point, connaître et respecter les us et coutumes locaux. Donc voilà, ça peut être juste apprendre quelques mots, vous n'avez pas besoin d'apprendre toute la langue avant de partir dans un pays, juste savoir dire bonjour, s'il vous plaît, merci. La communication de base, ça évite de passer un petit peu pour l'occidental qui a un portefeuille sur tête, ça permet d'être un peu plus proche. Adapter sa tenue au pays. Par exemple, voilà, dès qu'on est en Asie, savoir qu'il faut avoir les épaules couvertes, des fois même les chevilles couvertes dans certains pays comme l'Inde. Voilà, c'est juste en fait être conscient entre guillemets que c'est nous l'étranger et que voilà, juste, c'est pas une question par exemple si on doit porter un voile dans les pays orientaux, on peut se dire ah non, ça porte de l'altruisme. Après voilà, c'est juste adapter sa tenue, être conscient qu'il faut vivre, on va dire, en harmonie. Voilà, donc rester poli, souriant, respectueux. Ce qui est bien, c'est que c'est le moment où je m'aperçois que en fait, ça dépasse de la slide. Et voilà, donc tout ça, savoir apprécier aussi l'inconfort par rapport au fait effectivement, en voyage, parfois on n'a pas toujours le confort d'une douche chaude. Les toilettes, c'est comme ici, il peut y avoir pas de PQ. Donc voilà, il faut être OK pour apprécier l'inconfort parce que ça fait partie du voyage. C'est comme une boîte de chocolat, ça se mérite en fait. Alors, après sur les déplacements, c'est vrai que quand on voyage, en fait, on prend plusieurs types de transports, et c'est vrai que le transport le moins éco-responsable qui existe, c'est l'avion. Bon, après, l'idée, c'est pas de se dire on ne prend plus l'avion, c'est de se dire comment est-ce que je peux optimiser les voyages en avion. Se dire, par exemple, je vais privilégier les voyages où je vais loin et je vais les faire en avion, et les voyages qui sont peut-être un peu plus courts, un peu plus accessibles, je vais les faire autrement. Je vais par exemple prendre des transports en commun, on va dire, par exemple des transports type le train, qui permettent aussi d'être un voyage en soi, parce que le train, parfois, quand on prend le transsibérien ou je ne sais plus comment il s'appelle, celui du Canada, mais en fait, on y passe plusieurs jours, donc c'est un voyage en soi. Ça permet aussi d'apprécier les paysages et d'être plus en mode slow travel, comme on disait tout à l'heure. On a aussi le bus, voilà, c'est pas forcément le plus confortable, ça dépend des pays. Là, je suis venue à Montpellier en bus de nuit, c'était moins confortable que les bus au Vietnam, mais bon, c'est aussi un moyen de transport qui peut être une alternative. Pour les trajets qui sont très courts ou vraiment proches, par exemple quand on voyage en Europe, c'est faire le covoiturage, ou pourquoi pas aussi du stop. Claire en a fait pas mal, moi j'en ai pas encore expérimenté. Et des transports alternatifs, donc là c'est plus, on va aller sur du vélo, de la marche à pied, voilà, on a des voyageurs, on a Michel aussi qui a son raton laveur dans les bras. Et un poste, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, donc on peut aussi faire des petites ou même des longues distances avec ce type de transport. Donc avec son vélo, on peut pédaler à travers toute l'Europe. On peut même utiliser la marche à pied pour aller d'un pays à l'autre. Il y en a qui font aussi du voilier stop, du train stop. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être pleines d'aventures aussi. Et puis aussi, concernant l'avion, c'est comme on disait tout à l'heure, peut-être aussi choisir un petit peu son itinéraire en fonction des déplacements d'avion et se dire peut-être est-ce que je peux, si je pars en tour du monde par exemple, je vais faire plusieurs pays d'une même zone en même temps, donc je prends un avion et ensuite je fais les transports en bus. Si on part plusieurs fois dans l'année, se dire peut-être que je peux partir une fois loin, un peu longtemps et une fois plus près avec d'autres types de transports. Donc, c'est une vraie réflexion
à avoir, mais voilà, qui peut nous aider à moins culpabiliser de prendre l'avion, mais aussi quand même à le prendre quand on n'a pas d'autre chose. Assistante, Ensuite, bien sûr, respecter l'environnement et les populations. Ça va de soi, on parlait d'écotourisme, de tourisme solidaire, etc. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller sur un projet ou un voyage qui se dit écotouristique ou solidaire pour avoir des bonnes pratiques envers l'environnement et les populations. Donc on a respecté la faune et la flore. Donc, par exemple, sur les animaux, éviter toutes les attractions qui mettent en scène les animaux, qui les exploitent ou les mettent... Enfin voilà, qui les ont dans des mauvaises conditions. Donc souvent, on va bannir par exemple le Tiger Kingdom en Thaïlande. Je l'ai fait aussi, c'était avant toute ma responsabilisation éco-responsable, mais ça fait partie des choses qui m'ont fait un peu réfléchir sur ma place en tant que touriste aussi. Est-ce que je voulais cautionner ce type d'activité? Les activités où on monte à dos d'animaux comme les éléphants en Thaïlande ou aussi les licornes unijambis. C'est pas cool, si elles ont qu'une jambe, c'est pas très stable. Voilà, merci. Donc voilà, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On peut aller plutôt dans des parcs naturels, les observer dans leur milieu naturel, en respectant certaines distances aussi, certains comportements pour pas nuire à leur habitat naturel et à leur comportement. Et c'est nettement plus sympa quand on va dans un parc et qu'on voit un ours de loin ou qu'on voit un élan ou un autre animal. C'est beaucoup plus gratifiant que de se dire je l'ai vu à travers les barreaux d'un zoo ou à travers la vitre d'un aquarium. Laisser uniquement des traces de pas, donc en tant que voyageur aussi on arrive à des endroits, donc l'idée c'est déjà de ne pas souiller ce qu'on a, donc de ne pas ramasser en fait des objets ou des éléments naturels comme des coquillages ou des coraux, toutes ces choses là, parce qu'en fait c'est là pour une raison, ça fait partie de l'écosystème, et en fait dès qu'on déplace quelque chose, ça a une influence. Donc voilà, et surtout éviter de laisser ces déchets derrière. Donc en fait, c'est pas la... je suis allée plein de fois sur des randos et on se retrouve dans des endroits où on retrouve des assiettes, des trucs en plastique, même des poêles, les gens ont tout laissé là, et c'est vrai que c'est... l'idée c'est de ramasser tout et même de le laisser en meilleur état. Donc pour ça, je vous parlerai tout à l'heure de comment on peut faire pour éviter tout ce qui est matériel jetable, contenant en plastique, tout ce qui est déchets en voyage. Enfin, non, parce que aussi la partie coupée, ne pas faire étalage de ses biens. Donc souvent dans certains pays, surtout dans les pays pauvres qui ont moins de confort matériel que nous, c'est de ne pas attirer les convoitises, donc éviter d'avoir son iPhone toujours à la main, son appareil photo autour du cou. C'est des choses qui valent de soi, mais qui vont de soi. Mais voilà, l'idée c'est quand même de pas attirer le regard sur nous. On a aussi, donc vous voyez pas, mais demander avant de prendre une photo. Donc pareil, aujourd'hui on est tous le smartphone à la main, à se faire des selfies, à prendre tout et n'importe quoi en photo. L'idée c'est aussi de demander la permission avant de prendre quelqu'un en photo, parce que c'est pas très sympa de... Enfin, c'est pas des bêtes de foire et nous on n'apprécierait pas forcément non plus d'être pris en photo comme ça. Et d'ailleurs ça me fait penser aussi, pour le respect des populations, souvent on parle des animaux qui sont mis un peu en scène, mais il y a aussi les populations parfois qui sont un peu tournées au folklore, où on les met en scène. On ne sait pas, voilà, il faut se renseigner aussi avant et voir quel type d'activité on veut soutenir. Voilà, j'ai terminé. Et puis enfin on va parler matériel, et puis je vais vous parler un peu d'éco-orgasme aussi, parce que c'est pour ça que vous êtes venus, donc voilà. Alors en fait ici, parce qu'on n'a pas de table d'exposition, mais merci. On n'a pas de table d'exposition, mais du coup on a un peu rassemblé du matériel ici, donc vous pourrez venir voir à la fin. L'idée donc c'est déjà de choisir des produits sans composés, sans ingrédients toxiques, parce que on les met sur notre peau, on les a sur nous, puis après quand on se roule dans l'air ou quand on va dans l'eau, tous ces produits là en fait se diffusent dans l'environnement et ça pollue énormément. Donc par exemple moi par exemple je fais ma crème solaire, donc si vous voulez la recette vous l'avez sur mon blog, mais par exemple sur la crème solaire, même si vous n'en choisissez pas une bio, évitez de la mettre juste avant d'aller dans l'eau. Même une crème solaire bio, il faut éviter, de toute façon quand vous allez dans l'eau, évitez de mettre du savon, évitez de mettre tout ingrédient sur vous, parce qu'en fait ça va se diffuser. À partir du moment où vous avez un composé huileux, ce qu'il y a dans tous les savons, ça va perturber le fil de l'eau, et donc les petits insectes qui se mettent sur l'eau ne pourront plus bénéficier de ça, donc ça perturbe pas mal. Donc voilà, et puis en plus c'est meilleur pour votre santé. Au niveau des cosmétiques aussi que vous allez utiliser, même des savons, tout ça, vous pouvez trouver des choses sans produits toxiques. Et donc là,
je fais une super transition vers le matériel réutilisable. Donc en fait, ce qui est magique, c'est que maintenant il y a plein de solutions qui permettent d'avoir des produits qui sont pas jetables, qui durent plus longtemps. Donc par exemple, on a les cosmétiques solides, donc ça c'est un shampoing. C'est pratique quand même à emporter en voyage. Déjà, ça risque pas d'exploser dans votre sac à dos. En plus, ça prend pas de place et c'est léger. Et ça passe en cabine. Et ça passe en cabine. Ça c'est quand même un bon argument. On va avoir aussi plein de petites astuces. Donc par exemple, moi je sais que quand je vais à la plage, je pleure tout le temps quand je mets mes mains dans le sable et que je retrouve une brosse à dents ou une cuillère en plastique, toutes ces choses-là qui sont déversées par les océans. Donc en fait, par exemple, vous avez les petites brosses à dents avec les têtes interchangeables. Donc vous pouvez juste avoir un petit stock de têtes avec vous et vous avez un manche et il dure pendant tout votre voyage. Donc là, c'est quand même une belle révolution. Vous avez... Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors pour les femmes, pour tout ce qui est menstruation, puisqu'il y en a qui sont intéressés par les coupes menstruelles tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, donc plutôt que d'utiliser des tampons jetables, des serviettes jetables, vous avez la magnifique coupe menstruelle que vous retrouvez beaucoup sur les blogs. Ah, c'est toi qui voulais parler de coupe menstruelle, Michel? Moi, je là aussi. Donc voilà, si vous voulez savoir comment ça marche, vous pourrez lui poser la question. Voilà, et ensuite pour tout ce qui est alimentaire aussi, quand je parlais des cuillères en plastique, tout ça, donc en fait moi quand je voyage par exemple, je prends toujours une petite pochette avec moi. Donc c'est une pochette qui peut contenir des choses dedans, et dedans, assistante, donc dedans j'ai mon sac réutilisable pour quand je vais faire mes courses, j'ai ma petite cuillère fourchette en bambou qui prend absolument pas de place. J'ai une petite serviette voilà, qui du coup évite d'utiliser des serviettes en papier, parce que même si c'est du papier, c'est quand même une ressource et du coup souvent ça s'envole et ça fait quand même des déchets dans les endroits qu'on visite. Les petits sacs de vrac quand on va aller chercher au marché les fruits, les légumes, des noix, on peut les emporter facilement avec nous dans les transports. On a aussi des boîtes repas par exemple en inox, ça c'est un bento qui a plusieurs étages. Et donc ça c'est parfait pour transporter du quinoa, même si on sait que l'aligo c'est la vie. C'est moins bon pour la santé l'aligo, même si c'est super bon, mais bon voilà, vous avez ça, donc ça c'est assez pratique, c'est assez léger aussi. Est-ce qu'on pourrait mettre l'aligo là-dedans? On pourrait tester l'aligo, je pense que ça va être un peu, voilà, vous avez des pochettes, c'est comme les pommes potes, et du coup vous pouvez si vous préparez une petite purée, une petite compote, vous la mettez dedans et vous pouvez la laver après. Vous avez aussi par exemple des lingettes démaquillantes réutilisables, donc ça prend vraiment pas de place et le coton c'est une catastrophe écologique en termes de production et après pareil on les jette, voilà. Pour les apéros. Pour les apéros, parce voilà, que ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Et après vous avez par exemple les pailles, alors pareil les pailles c'est un des objets qu'on retrouve le plus sur les plages. Donc vous avez des magnifiques pailles en inox qui prennent pas de place, ou alors la solution de Claire en silicone, voilà, qui sont encore plus légères. Elle est verte, hein, vous noterez. Voilà, et ensuite, voilà, ah oui, donc après on a économisé l'eau et l'énergie, ça va de soi, mais c'est surtout quand on va dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, généralement de toute façon, par exemple quand on va dans un pays comme l'Inde, on se lave avec un seau et de l'eau, donc bon, ça permet de relativiser un petit peu, mais bon l'idée c'est de pas prendre des douches de 10 heures dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, d'économiser l'énergie aussi, par exemple peut-être prendre moins d'appareils électroniques ou de combiner, voilà, de pas forcément prendre son ordinateur et son iPhone et son appareil, et son appareil photo, voilà, de peut-être prioriser un petit peu pour avoir moins de choses à recharger. En ce qui concerne l'eau, vous pouvez éviter d'acheter des bouteilles voilà, grâce au Stéribel. Je ne sais pas si vous connaissez, donc il y en a qui utilisent les pailles filtrantes LifeStraw. C'est un peu le même principe en fait, c'est une petite, un genre de stylo que vous touillez dans l'eau et ça marche avec une lampe UV, ça permet d'enlever tous les parasites, les bactéries, 99% des parasites et bactéries, donc ça vous permet de prendre une eau un peu n'importe où, de la décontaminer, ça évite des pastilles microfibres micro-pastilles, micro quoi je sais pas. Bon bref, les pastilles qui sentent l'eau de Javel. Donc bon, l'eau elle changera pas de goût, mais en tout cas elle sera safe à boire. Et d'ailleurs après vous pouvez les transporter dans des gourdes, soit en plastique inoffensif, soit en inox. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite on a sur la partie alimentation. Donc ça c'est plus en termes de choix personnels. Mais par exemple, quand on va dans un pays, éviter de manger des espèces qui sont menacées, le thon rouge, des requins, des baleines, voilà, même si parfois c'est les coutumes locales, voilà, on a aussi une éthique par rapport à ça.
Pourquoi pas tester un peu d'alimentation végétarienne, voilà, quelques jours par semaine. Voilà, vous avez plein de pays en plus, par exemple quand on va en Asie, il y a plein d'options végétariennes, et donc